Franchement, on commençait un peu à s'emmerder dans le VC. C'était plus de l'allocation de capital que du capital risque. Aujourd'hui, on revient dans une logique où tu as du risque. La nouvelle frontière, ça devient le monde physique, la robotique. Là, on vit une période de hype. Quand il y a une période de hype, ça veut dire qu'après, il y aura une période de désillusion. On voit passer 3, 4, 5 000 boîtes par an et on va en financer une petite dizaine, une petite quinzaine. Le dénominateur commun, c'est de déterminer l'intention réelle de l'entrepreneur. Un excellent entrepreneur, il a à la fois la vision, il est capable de se projeter et il est en même temps hyper day-to-day. Nos meilleurs entrepreneurs, ils sont capables de faire les deux. On est parti, les amis, sur ce nouvel épisode pour le podcast OVNIS. Alors, bienvenue ici. Je suis très content de vous recevoir tous les deux, Xavier et Paul, pour plein de raisons. Mais déjà, parce que Paul, ça, tu le sais pas. Alors, il y a cette histoire de, évidemment, fonds qui se transforme et... Xavier, moi, enfin toi aussi d'ailleurs, mais on vieillit un petit peu et puis on a aussi maintenant des anciens piou-piou qui sont plus des piou-piou et qui désormais sont des vrais investisseurs expérimentés, aguerris et sur plein d'aspects nettement meilleurs que nous. Donc c'est aussi intéressant d'avoir à la fois des fondateurs et à la fois des gens qui sont voués, j'imagine, tu vas m'en parler Xavier, à peut-être alors prendre le contrôle, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui à faire les investissements, voilà. Mais avant ça, je voudrais vous raconter une petite anecdote, mais je vous présente rapidement Xavier l'orphelin, Paul Moriou, je me trompe pas, voilà, j'ai bien prononcé, de Serena Capital, qui est quand même un des fonds qui pèse aujourd'hui, Xavier, il me semble. Hein. Ouais. Une belle histoire. Hein. Belle histoire. Moi, la petite anecdote que j'ai, c'est que tu te souviens depuis quand on se connaît, nous ou pas? J'ai dit à Paul qu'on se connaissait depuis longtemps. Au moins 15 ans, au moins. Hein. Ouais, j'irais plutôt sur 20. Je pense que c'était probablement, 20. Alors, en gros, dans ma première boîte, première start-up. Ouais, Citizenside. Donc là, les gens même n'en ont entendu parler. Pourtant, je parle beaucoup, hein, mais Citizenside, dans laquelle on cherchait à lever, dans laquelle on a levé. Et vous étiez pas encore Serena Capital, vous étiez avec... on était à la SGAM encore. À la SGAM, ouais. Je vous ai vu à la Défense, dans la tour de la Société Générale. Et je trouvais que vous aviez pas l'air trop de banquier de la Société Générale. Ça vous allait pas très bien. Et quand je vous ai vu monter Serena, mais vous étiez combien quand vous l'avez monté? Enfin, on était trois fondateurs. Et puis Isabelle qui est toujours là, qui nous accompagne depuis le début. Et vous êtes combien désormais? Une quarantaine. Ok. Donc on a bien grossi. Très bien. Ouais, en effet. Et toujours dans les mêmes bureaux, en revanche. Non, on a bougé. Ah oui, ça fait quelque temps qu'on est dans les mêmes bureaux, mais au début, on a démarré à Pereire sur des bureaux qu'on a trouvés comme ça, parce qu'on voulait pas rester. Ah, mais je m'en souviens aussi, j'étais venu. Qui est devenu WeWork. Alors, je sais plus, mais c'était boulevard Pereire et c'était un de nos investisseurs qui nous prêtait ses bureaux. C'était près de la place. Ouais, juste à côté de la place. Ouais, de la place. Et ensuite, effectivement, on a trouvé nos bureaux rue Aubert en 2000, enfin assez vite. Un beau duplex. Et on les garde. Même si on a grossi finalement, comme il y a pas mal de flex, tu vois, de travail aussi en flex, finalement, ça marche très bien. Ok. Alors mon idée aujourd'hui, avec le podcast d'OVNI, nous, c'est de comprendre un peu comment fonctionne et d'être un peu backstage, behind the scenes, comment on crée un fonds, comment on le scale, comment on le transforme. Donc nous, on est sur OVNI, sur notre fonds numéro 1, vous le savez. On va venir, je pense, l'année prochaine sur notre fonds numéro 2. Vous êtes sur le combientième? On a un certain nombre de véhicules, mais sur le fonds historique, on est au 4e, qu'on a annoncé en septembre dernier. Donc 4e, et Serena a commencé en 2008. 2008. Donc on fait un fonds tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Voilà, tous les 5 ans. Sur cette verticale-là, en tout cas, qui est notre fonds flagship, tous les 5 ans, on a levé un fonds. Et le premier, il faisait 90 millions en 2008. C'était un gros fonds. Énorme. Ouais, c'était un gros fonds à l'époque. Celui-là, il fait un peu plus de 220 millions, 230. Ouf. Mais c'est la bonne taille pour nous, pour ce qu'on fait. On reviendra là-dessus, mais c'est la bonne taille de fonds. Ok. Tous les 5 ans, c'est long et pas long. Ça dure combien de temps un fonds? C'est censé durer on dit 7 ans 10 plus 1 plus 1. Ça, c'est, si tu veux, dans le jargon, dans le règlement du fonds, 10 ans plus 1 plus 1. La réalité, c'est que ça dure plus longtemps parce qu'en fait, tu veux pouvoir accompagner tes startups aussi le plus longtemps possible. Et donc, quand tu regardes, même si c'est un sujet qui n'est pas vraiment officiel, c'est officieux, mais un fonds de venture, typiquement, il va durer 15-16 ans. Et alors, attends, quand toi, tu es un LP, investisseur dans le fonds, déjà, à partir de combien on peut investir dans Serena?
Sur les privés, je pense qu'on descend à peu près à 100 000 euros. Ok. Et après, ça monte sur quelques dizaines de millions d'euros sur les plus gros souscripteurs institutionnels. Très bien. Donc à partir de 100 000, moi je suis privé, je mets 100 000, je récupère encore un peu d'argent avant ces 15-16 ans, on est d'accord? Oui, évidemment. Okay. Non, le but, c'est pas de tout bloquer ton argent jusqu'à 15-16 ans. En fait, c'est de pouvoir gérer le portefeuille pour aussi rythmer les sorties. Et donc, on a aussi toute une stratégie de liquidité pour donner de la liquidité, pour retenir à peu près, parce que quand même, nous, on est plutôt early stage, on reviendra là-dessus, en termes de positionnement. Mais ce qu'on va essayer de viser, c'est déjà de rendre ta mise de départ à déjà, on va dire, entre 8 et 10 ans, en fait. Ok. Et d'aller chercher de la surperformance derrière pour que tu puisses aller faire un beau multiple, un beau TRI en fait sur ton investissement de départ. Et donc évidemment les meilleures startups, tu as envie de les garder plus longtemps. Bon, nous on fait du behind the scenes, là vous avez l'air super ouvert pour me dire ce qui se dit pas ailleurs, donc je vais tirer très fort sur la corde, soyez prêts. Juste avant tout ça, expliquez-moi chacun votre rôle chez Serena. Ensuite, qu'est-ce qu'est Serena? Et après, je voudrais juste un tout petit peu prolonger là-dessus, c'est pour comprendre pour les plutôt LPs et investisseurs, avec tout le recul que vous avez, parce que nous, on ne l'a pas encore sur OVNI, en combien de tranches j'investis en moyenne, vous me faites grosse maille, à partir de quand je récupère mes premiers euros, et voilà, qu'on aille jusqu'au bout de ce cycle. Alors on commence, qu'est-ce que vous faites? On commence par toi, Paul. Avec plaisir. Donc Paul, moi je suis partenaire chez Serena, j'investis à l'early stage dans des startups. Je fais ça depuis à peu près 7 ans. Je me suis associé il y a 1 an et demi. Ça veut dire quoi que tu t'associes? Ça veut dire que tu mets de l'argent? Ça veut dire qu'on met de l'argent à 2 niveaux, dans les fonds qu'on va gérer et aussi dans la société de gestion. Comme moi, d'accord. Exactement. Ok. Ouais. Et combien? Combien? C'est une bonne question. Alors ça dépend comment tu le vois. Tu as différents types dans les fonds, tu as différents types de parts, tu as les parts de carried et puis tu as des parts qu'on appelle le commitment du GP, du General Partner. Ouais. C'est des parts qui ont des prix différents. Et au total, ça représente entre quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. D'accord. C'est quand même quelque chose qui à l'échelle des fonds. Exactement, bien sûr. Très bien. Et ça change, je veux dire, pour toi, au-delà du titre et dans la responsabilité, ton engagement, en étant très honnête, quelque chose de très fort de devenir partenaire ou... Quand tu démarres, tu l'émules pour pouvoir être bon dans ce que tu fais et accéder à ça, tu l'émules énormément. Et après, tu as ce qu'on appelle du skin in the game. Donc, tu commences à mettre tes propres billes dedans. Donc, forcément, psychologiquement, c'est quand même un peu différent. Mais en ce qui me concerne, j'avais essayé de l'émuler très tôt. Et ça représente des montants qui sont quand même considérables au regard des patrimoines qu'on a aujourd'hui. Donc évidemment, on a tout intérêt à ce que ça réussisse et ça nous aligne énormément, évidemment, avec Serena, mais aussi avec les entrepreneurs dans lesquels on investit. Parce que c'est vraiment un truc que je trouve, dans tous ces club deals qui popent un peu partout, il y en a sur lesquels, en effet, les gens committent réellement. Il y en a qui disent, oui, je commit dans tous les club deals, mais en fait, ils prennent des marges tellement énormes qu'en fait, quand tu regardes leur EBITDA à la fin, tu te dis, bah, non, tu commites pas, tu commites de paille, tu vois. Mais, et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti, je disais juste avant qu'on enregistre en créant OVNI. Alors déjà que un fonds, c'est une vraie entreprise, ça, vous allez m'expliquer, mais c'est pas juste un financier. Ce que tu vois de l'extérieur quand tu es un start-upper, un entrepreneur. Et deux, quand tu mets, c'est pour ça que je te demande combien, du vrai argent à un moment, tu te dis, j'aimerais bien qu'on prenne pas de mauvaises décisions, parce que à chaque investissement, j'encaisse pas 5% de ce que me donnent mes... Je peux te donner un exemple très rapide là-dessus. Après, tu m'expliques ce que tu fais. Donc, quand on a démarré Serena, donc moi, je suis Xavier L'Orphelin, un des fondateurs de Serena, avec Marc Fournier et Philippe Ayat. Quand on a démarré Serena, il fallait tout de suite qu'on dote le capital de Serena de 600 000 euros pour avoir l'agrément AMF. Et on existait, et on n'avait encore pas levé, parce qu'en fait, l'agrément, tu l'as avant de lever. L'argent, il faut déjà que tu aies ton agrément AMF. Donc, skin in the game, on l'a fait dès le début. On a mis 200 000 chacun. Quoi. On a mis 200 000 chacun et on n'avait encore rien à ce moment-là. On n'avait même pas notre agrément AMF. Donc depuis le début, on est skin in the game, en fait. Alors, on était skin in the game dans le démarrage de Serena. Mais ensuite, effectivement, on contribue de manière significative sur chacun des fonds. Et je pense que le commitment agrégé, tu vois, depuis le début sur nos fonds d'investissement, on a dû déployer plus de 10 millions d'euros.
fondateurs plus les équipes et ainsi de suite en montant comité. C'est pour ça que tu es venu en 2 chevaux d'ailleurs. C'est pour ça que je suis venu avec 1972. Avec mon vélo, tu vois. Okay. J'ai fait le choix. De tout remettre dans le fond. Alors, toi, t'es cofondateur. C'est quoi ton rôle aujourd'hui, à part, j'imagine, pantoufler avec ton cigare dans ton gros fauteuil? Je pantoufle pas. On pantoufle jamais en fait. Donc moi, je suis investisseur, fondamentalement. Quand Toujours. Toujours. Tu regardes des dossiers. Je regarde des dossiers. Je fais des deals. Alors, j'essaie de les faire le plus possible maintenant avec en binôme. Ok. Donc avec Paul par exemple, avec Olivier et Seb qui sont les 2 autres partenaires qui sont aussi sur notre fonds flagship Serena 4. Je suis très impliqué moi sur ce fonds-là depuis le début. Ok. Et puis je gère encore mon portefeuille d'investissement. Serena 4 plus que les autres. Ouais, Serena 4 plus que les autres parce que c'est vraiment notre flagship. Ok. Moi j'ai fait des investissements sur Serena 1, 2 et 3. J'ai encore des investissements sur le 2, des investissements sur le 3. Donc je gère mon portefeuille pour aussi aller maximiser la liquidité et la performance de ces fonds. Okay. Et je suis impliqué aussi sur Serena 4. C'est vrai que sur Serena 4, je vais plus avoir un rôle d'accompagnement, mais je vais aller sourcer des deals. J'ai des entrepreneurs que je connais bien, que je vais back-upper parce que je crois dans leur nouvelle aventure entrepreneuriale. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects. Le deuxième, c'est évidemment, en tant que fondateur, on est très impliqué sur les sujets organisationnels. Donc moi, j'ai été assez longtemps CEO de Serena. Là, j'ai passé le rôle, parce que je l'étais longtemps, à Marc. On essaie de faire tourner. Parce qu'en fait, comme tu disais, Serena, c'est une start-up. On est 40. Il y a encore 10 ans, on était moins de 10. Donc, il faut aussi gérer ça. Il faut développer Serena. On a plein d'autres métiers qu'investisseurs. Et Serena, c'est pas que de l'investissement derrière. Il y a du marketing, il y a du RH. On a aussi tout l'opératique, on en reparlera, qui est vraiment la marque de fabrique de Serena. Et il faut réfléchir stratégie d'investissement, il faut réfléchir stratégie, comment on se développe dans les 5-10 prochaines années et ainsi de suite. Donc, c'est une vraie start-up. Et ça, c'est excitant. Super excitant. Et ouais, nous, on le ressent en effet beaucoup. Je m'y attendais pas. Ça, c'était la grosse surprise du fonds. Alors, je pense que certains anciens fonds avaient été peut-être un peu responsables. Au moment où vous avez créé Serena, moi, les autres fonds que je voyais quand je voyais Serena, ça faisait moins start-up, quoi. Ça faisait plus institutionnel, tu vois. C'est sûr, parce que à l'époque, nous, on a monté Serena en 2008, le marché n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ouais. Mais nous, on avait vraiment cette fibre entrepreneuriale. D'abord, Marc, Philippe et moi, on est tous les 3 entrepreneurs. On a monté des entreprises, monté des startups avant de faire de l'investissement. Et avant de monter Serena, on avait monté un incubateur. Donc, c'était déjà hyper opérationnel. D'ailleurs, à l'époque, on n'apportait pas beaucoup d'argent, on apportait beaucoup d'expertise. Ouais. C'était le modèle incubateur. On l'a revendu à la Société Générale. Et en fait, on a ensuite créé Serena. Mais donc, cet ADN d'accompagnement à la fois entrepreneurial et aussi cette fibre entrepreneuriale, on l'a depuis le début, en fait. Très visionnaire, la Société Générale, d'avoir acheté un incubateur. C'est dommage que ça n'ait pas... Ok. Paul, si tu devais m'expliquer rapidement, avant de revenir sur les fondamentaux et les principes, mais en effet, moi, je suis LP, je veux rentrer chez Serena, je commit 1 million. Je dois payer combien la première année? Comment ça se passe? Et grosse maille, hein? Ouais, généralement, c'est échelonné sur des appels de fonds. Donc, à mesure qu'on investit d'abord dans les premiers investissements et ensuite dans les réinvestissements sur les sociétés en portefeuille, on va faire des appels de fonds au fur et à mesure. Donc, sur un fonds traditionnel, je pense qu'on est peut-être entre 20 et 30 appels de fonds dans la durée qui va se faire progressivement sur les 5 premières années. Et ensuite, on commence à distribuer dès qu'on peut, dès qu'il y a des sorties. On a évidemment, nous, une stratégie de liquidité partielle dans le temps. Donc, comme on se disait tout à l'heure, on va pas tout revendre à la fin. On va faire de la liquidité sur les entreprises qu'on imagine capées, qui ne délivrent pas le taux de croissance auquel on aspire sur le fonds en termes de performance. C'est-à-dire que là, vous allez les revendre, si possible. Si on est aligné avec l'entrepreneur et les fondateurs sur cette logique-là, oui. Généralement, sur la vingtaine d'entreprises qu'on va financer au tout démarrage, l'un des piliers les plus importants, les plus fondamentaux pour nous, c'est un alignement très fort sur ce qu'on veut aller chercher en termes de taille. Et donc, c'est des leaders mondiaux européens. Et donc, on est généralement tous assez honnêtes sur est-ce qu'on dévie ou non de cette trajectoire. Et généralement, d'une manière générale, c'est pas toujours le cas, mais il y a un alignement assez fort sur l'état de la trajectoire et donc ce qu'on en fait à un instant T.
Ok. Est-ce que je suis à côté de la plaque si je dis grosse maille, tu vas appeler 20%, 20%, 20%, 20% chaque année sur les 5 premières années, ou généralement les 2-3 premières, tu vas investir plus et moins après? On essaye de le lisser le plus possible. C'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. Alors, on va peut-être faire 15%, 10-15 la première année, mais ça va monter jusqu'à 20-25, parce qu'après, on va commencer à avoir des refinancements. Et en gros, en année 5, on aura appelé 80-85%, 80% du fonds. Ok. On garde quand même derrière pour pouvoir remettre encore sur certaines sociétés. Ça, c'est important pour nous parce que la stratégie de Serena, on essaye toujours d'être lead quand on rentre au capital d'une start-up. Donc, on va chercher Ce qui nous va bien, nous, parce que souvent, quand on bosse avec vous, nous, on aime bien être follow chez Ovnis. Ouais. Ça, donc très bien. Très complémentaire. Ok. Et alors, donc 20, plus ou moins 20, c'est important parce que pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui nous écoutent, moi je l'ai découvert aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que je suis parti en me disant, limite c'était un peu angoissant. Tu te dis, en fait, quand la première fois, ça se passe mieux prévu. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ok, tu te dis toujours, j'ai pas 100 000 à mettre. Mais en fait. Non, t'auras jamais 100 000 à mettre. Ouais, si tu as la visibilité pour te dire, j'ai peu ou prou entre 20 et 35 000 euros à mettre dans les 5 prochaines années, tu peux rentrer dans un fonds. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, je pense, parce que quand tu ne l'as pas compris, en fait, au début, tu te dis, non, j'ai pas les moyens. Et nous, on a une vraie discipline, c'est qu'on garde ce rythme d'investissement, quelle que soit la période qu'on traverse. Ok. Et il y a des périodes qu'on va traverser où on va arrêter les investissements, ce qui s'est passé pendant le Covid, pendant 6 mois, juste le temps de voir ce qui se passe. Et puis, tu as des périodes où tout s'accélère. Mais nous, on va garder ce rythme. Parce qu'en fait, encore une fois, indépendamment du contexte de marché, un fonds, ce que je disais, ça va durer 15 ans. Et donc, il faut qu'on puisse aussi diversifier nos investissements. Il ne faut pas qu'on rentre dans des effets de mode. Parce que ça peut s'écrouler derrière. Et donc, c'est super important aussi d'avoir ce rythme de 5 ans pour pouvoir faire tes nouveaux investissements. Et donc, d'appeler progressivement. Et puis, ça nous donne le temps de voir comment les sociétés se développent. Et donc, après, de pouvoir les refinancer. Et alors, ce qui est intéressant, parce que chaque fonds a sa strate, dans ce que tu disais, Paul, tout de suite, dans tout ça, là, je vais avoir des questions satellites autour de ça. Mais donc, une boîte qui surperformerait chez vous, vous la gardez. C'est-à-dire que tu aurais une opportunité d'achat même sur un x20, x50, mais elle est comme ça, tu la gardes. Non seulement on la garde, mais on réinvestit. Tu réinvestis. Ouais. Sachant que moi, j'ai vu des fonds, je crois que sur le podcast d'OVNI, qui me disaient que eux, leur strat, c'était de ne jamais réinvestir. Ce qui peut se respecter d'ailleurs, la manière dont tu le disais, ils disent en fait souvent c'est une erreur. Il y a vraiment deux écoles. En fait, je réinvestis pas parce que en fait mon multiple il sera moindre puisque je vais lisser à la baisse mon multiple. Donc vous avez cette approche avec donc celle qui sous-performe même si elle fonctionne, mais si tu t'orientes vers un x5 ou x10 alors que toi tu veux faire un x100, tu vas les larguer. Oui. Ou un x2 peut-être. En fait, si tu vas avoir à peu près 3 catégories. Okay. Et nous, on a un exercice trimestriel pour essayer d'évaluer collectivement où est-ce que les entreprises se situent. T'as celles qui dévient complètement de la trajectoire. Généralement, c'est quand on s'est trompé. Celles-là, généralement, elles sont déficitaires et on va avoir du mal, nous, à les refinancer ou d'autres fonds. Donc là, nous, on a quand même pour ADN d'aller jusqu'au bout pour les entrepreneurs. Parfois, ça peut être matériel pour eux en termes d'outcome, même si ça l'est pas pour nous. Donc on a cette discipline-là, on déleste pas. On passe majoritairement du temps d'ailleurs avec ces boîtes-là et celles qui performent très bien. Okay. Ça, c'est le premier bucket. Le deuxième, c'est les entreprises qui se développent bien, mais qui n'ont pas une trajectoire explosive ou exponentielle. Celles-là, on les aime bien, et vu qu'on n'est pas pressé par le temps, on peut rester 10, 11, 12 ans, rien que sur ce véhicule-là. On est heureux de rester avec eux et de continuer à développer les entreprises sur des rythmes de croissance un peu plus modérés, mais solides. Et ça peut donner lieu à des exits de l'ordre de quelques centaines de millions d'euros, qui ne seront pas ultra matériels par rapport à la performance du fonds qu'on vise, mais qui auront complètement leur importance, non seulement parce que celles-là vont nous permettre de créer de la liquidité intermédiaire qu'on va pouvoir, d'une part, redonner à nos LP pour les rassurer, ou d'autre part, recycler, réinvestir dans la troisième catégorie, qui est celle des ce qu'on appelle les home runs chez nous. Donc c'est vraiment ces entreprises avec des trajectoires exceptionnelles. On en partage quelques-unes avec Xavier. Je pense à Electra dans la mobilité, dans l'énergie. Je pense à Pellico dans l'industrie. Je pense à Descartes dans l'assurance. Ces entreprises-là, généralement, on est rentré très tôt, parfois au seed. Et si je prends l'exemple d'Electra et de Pellico, il y a peut-être eu 5 ou 6 opérations successives depuis notre première entrée. On a dû toutes les faire.
On les a systématiquement refaites. Donc, t'imagines bien que sur la dernière, on est à un prix d'entrée, une valorisation qui parfois est 5, 10, 15, 20 fois, 30 fois supérieure à notre premier prix d'entrée. Mais c'est aussi la manière dont on joue notre rôle de lead, démontre encore une fois notre conviction auprès des entrepreneurs et qu'on continue de les accompagner dans le temps avec des ressources financières, mais pas que. Et aussi opérationnel. Ça, c'est notre modèle d'operating partner dont on parlait tout à l'heure. Ok. Super clair, merci pour la transparence. Je me posais en effet cette question de... alors, sur ces 5 ans où j'investis, moi, mes 20 à 35% par an, on l'a bien compris, toi, tu me dis, est-ce que sur les 5 premières années, de temps en temps, vous redistribuez quand même un peu d'argent? Donc, il peut y avoir aussi des moments où moi, je récupère du cash, un moment où, en parallèle, tu vas m'en appeler. Ouais, exactement. C'est vraiment deux rythmes différents. Ok. Parce que, encore une fois, on sait aussi à un moment donné saisir des opportunités de sortie, hein, quand on voit que... Et chaque fois, c'était important ce que Paul disait, c'est on a toujours un alignement avec les fondateurs. Donc, si les fondateurs, à un moment donné, veulent sortir, on suit. Et donc, on peut faire un multiple correct. On va à ce moment-là le distribuer. Donc, effectivement, tu vas avoir un rythme d'appel de fonds, un rythme de distribution, ce qui fait que c'est très rare à un moment donné que tu sois exposé à 100% de ton montant. Ça aussi, c'est des trucs que les gens ne savent pas. Mais pour le coup, les investisseurs institutionnels, ils le savent. Donc, ils sont quand même la majorité de nos pourvoyeurs de fonds. Mais en fait, c'est très rare qu'à un moment donné, tu sois exposé à hauteur de 100%. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on continue à appeler, mais on va commencer à distribuer. Donc, ça va se compenser par rapport aux appels qu'on fait. Et vous avez le droit d'arbitrer vous-même si vous vouliez tout garder, les sessions, le cash, tu sais d'une boîte, tu fais plus 100% sur le fonds. Tu pourrais le garder et le réinvestir dans d'autres boîtes, légalement? Enfin, ou c'est peut-être Alors, c'est encadré dans le règlement. Okay. Ouais. On a un règlement de fonds. Ça va dépendre des règlements de fonds, mais en règle générale, nos investisseurs institutionnels, ils aiment bien qu'on en distribue une partie. Ok. Donc, par exemple, ils vont nous dire, vous distribuez au moins ce qui correspond au montant, au coût d'investissement initial. Okay. Ou vous nous redistribuez 50% de la plus-value. Et le reste, ensuite, c'est souvent capé, c'est-à-dire que on peut pas recycler indéfiniment, on peut recycler jusqu'à la taille du fonds. Ça va permettre de compenser, en fait, parce que sur un fonds de 100, la majorité va être utilisée pour faire des investissements, mais une petite partie va être utilisée pour, entre guillemets, rémunérer l'équipe. Et donc ça nous permet de compenser ça, en fait. Et donc, à un moment donné, d'arriver à 100% investi sur le fonds. Ok. Ok, très clair. La question que je me pose là-dessus, c'est... j'étais en train de lire ce que me disait Arnaud tout à l'heure sur les operating partners, mais vous avez une approche assez spécifique dans vos équipes. Tu parlais des équipes, qui est que vous avez proposé quelque chose... C'est pareil, c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais l'operating partner, tout le monde ne saisit pas exactement ce que c'est, notamment chez les entrepreneurs. Et en plus, selon les endroits, ça a parfois été plus ou moins bullshit. J'aimerais que vous me partagiez un peu ce que vous avez fait, comment ça fonctionne chez vous. Est-ce que ça apporte quelque chose, une vraie plus-value? Est-ce que vous avez fait des erreurs? Qu'en dites-vous, Paul? Si tu reprends un peu de hauteur sur ce qu'on essaye de faire, nous, notre raison d'être, notre objectif, c'est de créer les conditions qui maximisent les chances de succès pour les entrepreneurs. Et donc, l'un des premiers partis pris qui est partagé par tous les fonds d'investissement par nature, c'est de leur fournir du capital. Et nous, on pense que fournir du capital, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Et donc, on a ce parti pris aussi d'apporter des ressources opérationnelles les plus actionnables possibles. On l'a structuré au travers d'une équipe qui est une équipe d'operating partners. Ça peut prendre différentes formes. Chez nous, c'est une forme très internalisée, c'est-à-dire que c'est en partie soit des anciens entrepreneurs à succès qui ont eu de multiples sorties, exits, soit des experts métiers. Donc, c'est des gens qui ont généralement déjà eu un certain succès, qui sont sur la payroll de Serena, en grande partie, et qui sont très, très alignés sur la création de valeur avec les investisseurs. Donc concrètement, ça peut être quelqu'un, ça va du McKinsey internalisé, quelqu'un qui va t'aider à faire de la strat, de la réflexion, ça peut être du coaching, ça peut être du design, ça peut être du dev, ça peut être... Qu'est-ce que je trouve chez Serena si je veux un... Ouais,
Donc, tu as deux choses. Tu as les choses horizontales qui correspondent à toutes les boîtes. D'une part, quand on investit très early stage, tu as cette recherche de product market fit. Donc ça, c'est un des premiers pans sur lesquels on accompagne les entrepreneurs. Et donc là, tu es vraiment sur l'entrepreneuriat, de la strat et... Ok. Exactement. Ok. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ton product market fit, tu rentres dans une autre phase qui est une phase de scale qu'on accompagne aussi. Et donc, on le fait avec différents types de métiers. Là où on a le plus d'impact d'une manière générale étant un fonds early stage, c'est sur le recrutement. Le recrutement, comme tu le sais, c'est les talents, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui va complètement infléchir le coefficient directeur d'une trajectoire. Et donc là-dessus, on a de très gros efforts. On a 2 personnes en interne qui sont dédiées à ces sujets-là. On recrute pour le portefeuille au niveau C-level. Et tu vois, aujourd'hui, Serena, c'est à peu près 150 lignes. Et alors, j'ai pas les derniers chiffres, mais il me semble qu'en 2025, on a dû être à l'origine de 40% des recrutements C-level du portefeuille Serena. Donc pour nous, ça a un impact énorme. Et après, on accompagne sur toutes les autres phases, à la fois de par du transfert d'expérience de nos operating partners sur des thématiques très, très spécifiques, mais aussi en créant, en animant la Serena Squad. Et la Serena Squad, c'est quoi? C'est les 500 C-level du portefeuille qui sont dans une communauté. Il y a une communauté générale et puis il y a des sous-communautés, product, tech, marketing, go-to-market. Et on s'assure que ceux-là travaillent aussi entre eux pour se nourrir les uns les autres. Hyper intéressant, le move RH, je le connaissais pas chez vous, mais ça me fait penser un peu à Antoine Freyss. Que je connais très bien. Moi, tu sais, j'ai fait mes armes chez lui. Donc, c'est vrai, qui est quand même vraiment un des meilleurs. Si t'es passé là-bas, évidemment, là-dessus, il est impressionnant. Mais comme on dit qu'on investit sur des humains plus que des... Je te parlais d'un entrepreneur chez qui vous avez investi, qui m'intéresse tout à l'heure avant le micro, mais moi, c'est la personne qui m'a impressionné. 100%. Et donc, être capable de les accompagner... alors, ça, c'est un bon insight pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, mais que ce soit candidat ou d'ailleurs, ou investisseur comme nous, moi je pense à un insight qu'on doit prendre chez OVNI et s'en inspirer, ou alors même entrepreneur, comprendre ça, que tu peux te faire aider. Est-ce que vous avez des profils que vous avez pu balader d'une boîte à l'autre parce qu'ils correspondaient plus vraiment à une boîte, mais en revanche ils sont tellement forts sur cette partie que... Bien sûr, en fait on a donc déjà c'est une personne qui s'appelle Elodie chez nous et qui gère ça, qui anime tout un pool de talents. Elodie Charles. Voilà, je vous l'ajoutez sur LinkedIn si vous voulez candidater. Laisse-la tranquille, elle est très bien ici. Pas pour la recruter. Tu vois, je suis pas l'esprit mal placé. Je pensais à ceux qui nous écoutent et qui veulent candidater chez eux. Moi, je pense, je pense à ma femme qui est. Non, mais c'est important. Très bien, mais elle est c'est important forte, parce qu'en fait, on n'attend pas nécessairement. Tu as raison de le préciser. Le boulot d'Elodie, c'est pas juste d'attendre aussi qu'il y ait des ouvertures de postes ou des recherches qui soient déjà faites au niveau de telle ou telle startup. C'est spontanément. Elle va effectivement rencontrer des personnes qui vont nous dire tiens, moi j'aimerais bien un nouveau poste de VP Sales dans une startup, voilà mon expérience. Elle va l'interviewer et ensuite elle va pousser le profil aussi sur tout notre portefeuille. Parce que parfois, c'est aussi le profil qui crée l'opportunité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas nécessairement prévu de recruter tout de suite ton VP Sales. Tu vois passer le profil et tu dis c'est exactement ce qu'il me faut. Ok, tiens, je vais le rencontrer et finalement je le recrute. Donc on n'est pas juste dans une logique où on attend réactif de voir ce que les sociétés veulent recruter en termes de profil. On va aussi nous interviewer. Et donc effectivement, on reçoit beaucoup de candidats qui en fait postulent pas nécessairement à une offre particulière sur le portefeuille, mais qui nous disent tiens, j'ai envie de rejoindre une startup de Serena ou une startup avec voilà mes compétences. Et donc, le boulot d'Elodie, c'est aussi d'interviewer ces gens-là et de pousser ces profils. C'est mené par Elodie et c'est vachement incarné par toute l'équipe. Et d'ailleurs, les équipes qu'on back le ressentent. Tu vois, pas plus tard qu'hier, dans l'une des entreprises qu'on suit ensemble avec Xavier Lectra, il y a eu un départ, quelqu'un qui part, et qui nous a envoyé un petit message pour nous dire by the way, je pars, vous le savez, voilà où je vais pour la suite, et on se tient au courant et on reste très proche pour la suite. Et ils payent pour ça? Non. Vos startups, elles ne payent pas. Non. Donc, c'est payé sur le fonctionnement du fonds. Ouais, c'est payé sur le fonctionnement du fonds. Et juste pour compléter, je voudrais juste revenir sur ce dispositif d'accompagnement parce qu'on a beaucoup parlé des operating partners, mais en fait, c'est un vrai dispositif. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les operating partners, mais Paul en parlait, la squad, c'est cette plateforme. Et en fait, derrière, on produit beaucoup de contenu, un peu comme toi.
n'est pas aussi bon que toi sur les podcasts. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser des workshops sur des thématiques particulières. Souvent, ces thématiques, elles pour remontent... Pour les startups ou c'est ouvert en dehors? Non, c'est que pour nos startups du portefeuille. Parfois, ça nous arrive de partager le contenu. Donc, par exemple, on va aller faire un workshop sur j'ai envie d'aller aux États-Unis, je suis du B2B. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je mette en place pour attaquer le marché américain? Donc, on va faire un workshop là-dessus. Ouais. Et on prend des intervenants externes. On prend des intervenants externes. On demande aussi à nos startups qui ont déjà vécu ça de partager leur expérience. Donc, il y a énormément de partage collaboratif au sein du portefeuille. Et ça, c'est aussi une des forces du dispositif, en fait. Ok. Sachant que tout ça, en plus, parce que, tu vois, je pensais à différentes choses, mais que ce soit même la tech ou des accompagnants sur certaines choses un peu plus verticales, tu peux dire, tout a tellement changé en 2-3 ans que je vous parlais de Cosa Vostra, mon agence que j'ai cédée il y a quelques années, mais en fait, ce métier n'est plus le même, quoi. Donc, finalement, tu peux vite te retrouver largué, même en tant que fonds avec tes operating partners, alors qu'en RH, a priori, tu as toujours besoin de bons profils. Tout n'a pas été remplacé par Claude encore. Ouais. En parlant de ça, j'ai 2 sujets que je voudrais aborder avec vous là-dessus. L'un, c'est l'IA et le fonctionnement d'un fonds et à quel point ça vous impacte et comment vous le transformez. Et l'autre, c'est l'IA et les sociétés du fonds. Par moment, moi, je me dis, mais Dieu merci, je suis arrivé chez OVNI avec des associés. Enfin, j'ai late fondé OVNI avec des associés qui étaient déjà orientés deep tech. Ce qui était quand même assez visionnaire à l'époque, parce qu'on était encore dans une période un peu intermédiaire, il fallait quand même oser le dire. Vous êtes passé par cette énorme vague de SaaS, dans lesquels vous devez quand même avoir 1 ou 2 cadavres, ou en tout cas zombies qui se baladent à cause de ça. 1 ou 2, ce serait bien. Non, mais voilà, ou des sociétés qui peuvent potentiellement se transformer, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, moi, je regarde Salesforce de loin, je me dis, waouh, ça va être compliqué, et à chaque fois, je me dis, oui, mais ils sont quand même souvent très forts et ils arrivent souvent à se transformer. Ouais. Et donc voilà, j'aimerais qu'on parle de ces 2 choses. On commence par quoi et par qui? Qui prend lequel? Je peux démarrer sur le marché, si tu veux, et l'impact sur nos boîtes. Ouais. Écoute, je veux du croustillant, je te préviens. Ouais, on peut rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Au niveau du portefeuille, évidemment, ça vient tout changer. On a des boîtes qui étaient at the edge à un moment donné et qui potentiellement le sont plus ou sont très challengées par des nouveaux entrants qui sont AI native. Donc le SaaSpocalypse est une réalité. Alors le SaaSpocalypse, je pense que ça fait vachement référence aussi à la baisse des multiples qui s'explique de plein de raisons un peu différentes. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que le SaaS a été repricé pour une raison extrêmement simple, qui est que les multiples que tu vois dans le SaaS, ils sont liés à un exercice de financier de net present value, donc c'est des cash flows dans le temps. Le SaaS, c'est un merveilleux modèle parce que c'est du free cash flow. Software de service, exactement. Tu sais que tu as une visibilité. C'est des souscriptions, c'est des free cash flow ad vitam aeternam. Et en fait, quand tu fais la net present value, donc la valeur à un instant T aujourd'hui de ça, elle est très largement pondérée par ce qui se passe à la fin. Et aujourd'hui, ce qui se passe à la fin, on ne sait plus parce qu'il y a l'IA. Alors, explique-moi, ça veut dire quoi? Elle est très largement pondérée. Tu peux me faire un calcul de base? Ouais, on va rentrer dedans, ça va être peut-être un peu technique, mais donc tu prends tes cash flows chaque année, tu y associes un taux de croissance et au dénominateur, tu les décotes pour revenir progressivement à une valeur qui est la valeur de l'entreprise d'aujourd'hui. Sauf qu'à la fin de ce calcul-là, tu vas pas faire tous tes free cash flow pendant 25, 35, 40 ans. Donc à un moment donné, tu mets un taux de croissance sur un dernier free cash flow, tu prends une année, tu dis à partir de maintenant, ça va croître de temps. Et en fait, ce truc quasiment infini va vachement prendre de place dans le calcul de ta valeur actualisée aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe après 10 ans, on ne sait pas trop. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu as la notion de SaaSpocalypse et donc, on ne sait pas comment valoriser le SaaS aujourd'hui parce qu'on ne sait pas dans 5-10 ans, est-ce que ces cash flows seront tenables dans le temps. Et donc, pour nos entreprises qui sont affectées par ça, en fait, sur les 3 dernières années, il y a eu 2 chemins possibles et on a
travailler avec nos startups sur ces thématiques-là. Le premier chemin, c'est de créer une organisation et des workflows internes plus AI native, donc se transformer avec l'IA. Ça, c'est hyper important. C'est important pour une raison extrêmement basique, qui est que si tu arrives à être plus efficient, tu es capable de pricer plus bas tout en tenant tes marges, et donc tu as un avantage compétitif dans le temps. Et la deuxième chose, non seulement en se transformant, mais c'est aussi de créer des nouvelles offres qui contiennent de l'IA. Et ces nouvelles offres, alors il y a une dimension marketing, parce qu'aujourd'hui les entreprises elles achètent de l'IA, donc elles ont des budgets dédiés à ça, et donc tu as beaucoup de product marketing, ça a été une grosse thématique de ces dernières années. Mais c'est surtout et avant tout une évolution dans les business models. Les entreprises aujourd'hui de moins en moins veulent payer au nombre de licences, au nombre de sites, et de plus en plus veulent payer pour un job done, une action, un service. Et donc, il faut créer ces nouvelles offres. Il y a plein d'exemples à l'appel. Pas plus tard que cette semaine, on a eu Payfit qui a annoncé se transformer d'un modèle dans lequel elle distribuait son logiciel à un modèle dans lequel elle portait le service elle-même. Et dans le portefeuille, on en a plein. Donc ça, c'est le portefeuille avec ces deux évolutions internes et en matière d'offres sur l'IA. Et après, sur le marché, sur les nouvelles opportunités, c'est un terreau fertile extraordinaire. Franchement, on commençait un peu à s'emmerder dans le VC, tu vois. Ça faisait des années qu'on finançait les mêmes trucs. T'avais un peu moins t'avais beaucoup moins d'asymétrie sur le marché. Tout le monde finançait du logiciel. Tout le monde connaissait les ratios, CAC LTV, les différentes métriques. C'était plus de l'allocation de capital que du capital risque. Aujourd'hui, on revient dans une logique où tu as du risque, et nous, on voit des opportunités à plein de niveaux. Vous, OVNI, vous faites de la deep tech. Tu as quelque chose d'extraordinaire qui se passe aujourd'hui en deep tech parce que la frontière est décalée. Le cognitif avec les LLM remporte une partie du marché, et donc la nouvelle frontière, ça devient le monde physique, la robotique, et ça, c'est plein de choses à investir. Mais dans plein d'autres endroits, moi, je suis impressionné. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Tu vois, j'ai l'opportunité de faire des épisodes avec des gens incroyables, et, parfois un peu early stage. J'ai fait cet épisode il y a quelques mois avec Mathias Frachon. On parlait de Polcia et de Nanocorp. Vous avez dû les voir passer. Et juste après, le patron de ces boîtes qui levait à ce moment-là m'a proposé un ticket, soit par OVNI, soit par moi en direct. Et j'ai pas mal hésité, mais putain, il avait des valos, et ils sont seuls, et la boîte a 6 mois, et tu te dis, mais à un moment, tu te dis, est-ce qu'on est en plein délire, ou est-ce que je loupe l'opportunité de ma vie, quoi? Et j'ai pas dû, honnêtement, là, tu te confrontes. J'ai pas pu arbitrer ça. J'en ai aucune idée. Tu dis, il y a quand même des mecs qui mettent 5-10 millions là-dessus. Alors peut-être qu'ils ont beaucoup d'argent, et pour eux, c'est juste un petit centime, mais moi, j'ai pas été capable de mettre 20 000 balles sur le truc, tu vois. Ouais. En fait, t'as raison. Là, on vit une période de hype. Déjà, généralement, quand il y a une période de hype, ça veut dire qu'après, il y aura une période de désillusion. Sinon, c'est pas du hype. Tu vois, on vit pas en permanence dans du hype. Il y a une désillusion parce que tu te rends compte que finalement, l'IA, elle met plus de temps, par exemple, à rentrer vraiment dans les process au sein de l'entreprise. Et donc, ça prend plus de temps que ce que tu penses, tu vois. Ouais, alors ce qui est fou, c'est que nous, on est biaisé parce que moi, ça met pas beaucoup de temps à rentrer dans les process. Ça change tout, absolument tout. Je te parle des grosses entreprises, là où il y a des énormes budgets, ça prend. Pourquoi ? Parce que tu as un enjeu transformationnel. C'est pas que il faut transformer les méthodes de travail. Alors nous, nos startups, on les accompagne, elles savent faire ça. Mais à un moment donné, dans les grands groupes, si tu veux, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, nous, comment on répond à ça ? C'est que, et ça, c'est tout notre métier d'investisseur, c'est qu'il faut savoir diversifier. Évidemment, il faut se mettre sur des comme ça, des thématiques hype, parce que tu sais que il va y avoir des choses extraordinaires qui vont en sortir. Il va y aussi avoir de la casse, mais il faut aussi avoir une logique de diversification. Nous, notre rôle, c'est de diversifier les risques. On a un fonds de capital risque. Donc, diversifier les risques, c'est évidemment aller faire de l'IA, mais par exemple, sur notre fonds, on ne fait pas que de l'IA. On est aussi sur tous les sujets de décarbonation au niveau et de transition énergétique. Et parfois, ça se touche. On va aller faire des sujets qui sont des data centers pour de l'IA, mais c'est un sujet avant tout de décarbonation et de transition énergétique, si tu veux, tu vois. Voilà. Donc nous, notre rôle d'investisseur, c'est qu'on va diversifier. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut garder la tête sur les épaules. Il faut savoir passer les périodes de hype, en profiter, mais il faut aussi savoir sortir quand il y a du hype. Et alors, j'imagine que c'est là où aussi je crois que nous, on fait attention, mais le
dinosaure piou-piou, pardon, vous m'excuserez chacun mais en tout cas, la différence d'expérience, etc., est quand même intéressante à avoir dans un fond parce qu'en fait, tu vas avoir potentiellement à la fois l'entrain, la connaissance, la compréhension de certaines choses et ce que tu dis, quoi. Attends, la hype, ça a aussi un dos de la cuillère, quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, ton exemple Nanocorp et Polzia, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'ils font. Tu mets le doigt sur une des tensions les plus classiques du métier de VC, qui est que les énormes, les boîtes qui ont le potentiel de faire un énorme outcome ressemblent beaucoup plus aux boîtes qui ont le potentiel de faire 0x que celles au milieu. Et nous, l'un des risques, c'est de se retrouver à faire du milieu parce que, en fait, quand tu regardes que les extrêmes, c'est assez facile au final de trouver des boîtes qui sont capables de faire 2, 3, 4, 5x, mais ça fait pas tourner le modèle. Et donc, Polzia et Nanocorp, c'est un bon exemple de boîte. Ça peut faire 1000, 10 000x et ça ressemble beaucoup aussi à une boîte qui peut faire 0x, ce qui est évidemment pas ce qu'on leur souhaite. Il faut savoir le faire une fois de temps en temps, pas forcément celle-ci, mais il faut savoir à un moment te dire, ok, je vais sur un truc méga risqué. Et ce qui est pas facile parce que alors finalement, et peut-être, je sais pas pour vous, mais peut-être encore moins facile, je pourrais dire. Je repense à cet épisode que j'ai fait sur Génération Do Yourself avec Philippe Aguillon et la destruction créatrice, etc., où tu pourrais avoir un moment, quand tu es un fonds 4, plus gros, avec des plus gros investisseurs, tu dis, ah, ça c'est bon, on l'a pris ce risque quand on était plus jeune, mais là, si on se rétame là-dessus, je fais du Nanocorp. On en a parlé au micro de Mathieu, j'en sais rien, mais tu vois, c'était évident, tu vois. Et t'as pas envie d'être jugé sur ce truc où tu t'es tellement... D'où l'importance d'avoir du multigénérationnel. Et après, ce qui est hyper intéressant dans le VC... Tu veux virer les plus jeunes quand ils... Et tu veux avoir des très jeunes, tu vois, et des même plus jeunes que moi, t'en veux, parce que justement, il y a deux choses. Un, ils ont un regard frais sur les choses, pas travesti par le temps comme Xavier et comme moi d'une certaine manière aussi. Et deux, ils ont c'est hyper important d'avoir des gens qui ont une appréciation du risque extrêmement différente. Je prends l'exemple de Martin Mignot qui est chez Index Venture qui avait fait Revolut, je pense à l'hiver 2016. Je suis sûr, Il était super jeune et personne ne l'aurait fait. C'était un fondateur russe qui s'exprimait moyennement en anglais. Et au final, lui l'a fait et ça a été un des plus gros succès de la firme. Donc, et puis juste un point important, c'est que pourquoi tu peux pas faire que du hype, c'est qu'il faut avoir parfois des tests contrarian. Ce qu'on appelle contrarian en anglais, c'est aller exactement là où personne ne va. Parce que c'est là aussi où tu peux avoir de l'avance. Si tu veux, quand tu es du hype, évidemment, tu as envie d'être dedans, mais si tu arrives trop tard dans le hype, tu vas payer très cher. Et en fait, tu peux avoir de la casse derrière. Donc aussi, notre rôle, c'est aussi à un moment d'être contrariant, de faire des choses que les autres ne font pas. Je vais te donner un exemple. On est rentré avec Paul dans Electra. Electra, c'est de la recharge pour véhicules électriques ultra rapide. C'est une thèse d'infrastructure parce qu'il faut déployer énormément de CAPEX pour déployer les stations de recharge. Mais aucun VC, il y a 5 ans, ne voulait faire ça. Parce qu'en fait, personne ne voulait faire de l'infrastructure, du CAPEX. En fait, des VC, d'ailleurs, ils n'aiment pas investir dans du CAPEX, dans des usines. Ce qu'ils aiment, c'est le digital, c'est le côté très rapide parce que tu as envie de scaler très vite. Et ben pour autant, tu vois, Electra, on a fait ça. Après, on l'a fait financer par des fonds d'infra, pas par des fonds de VC classiques. Et aujourd'hui, c'est une startup qui va cartonner sur notre portefeuille. Mais aucun VC ne voulait faire ce type d'investissement quand on l'a fait. Et même nous, en interne, on avait été un peu chahutés, tu vois. Et puis, quand tu regardes ça devant, alors c'est parce qu'il l'a bien fait, Aurélien et son équipe, mais... en plus, c'est toujours ça, hein, c'est que tu regardes ça quelques années après, tu te dis, mais évidemment. Tu sais, en plus, c'est toujours assez drôle, quoi, quand ça fonctionne. Oui, tu te dis après, bah, évidemment. Voilà, Polzia ou Nanocorp, si ça fonctionne pas, on dira évidemment, mais si ça fonctionne, on dira, mais évidemment. Et t'as tellement d'arguments contre. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, c'est une anecdote rigolote, dans notre due deal Electra, on nous avait dit que, en termes d'infra, les meilleurs au monde sur les stations, ils sont capables de sortir en termes de déploiement une station par semaine. Donc nous, on avait basé nos business plans là-dessus. L'année dernière, Electra, ils ont sorti 300 stations en une année. Et donc, en fait, la réalité, c'est que ces home runs, c'est des outliers et ils font des choses que les autres font pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle elles ont ces trajectoires. Super intéressant. Alors, on parle des bons coups. Peut-être, je sais pas si on peut les nommer ou si on peut pas les nommer. Mais les mauvais, je veux dire, est-ce que, au-delà du fonds traditionnel, comme vous en avez fait auparavant,
est-ce que la vague IA a déjà accéléré la perte de certaines sociétés dans votre portefeuille? Est-ce qu'il y en a où vous dites bon là c'est sûr ça va pas aller, ou enfin voilà, ou est-ce que c'est juste business as usual? Ouais, la perte, j'irai pas jusque-là. Encore une fois, c'est ce que disait Paul. Les perspectives peuvent changer. Après, quand tu as des fondamentaux solides, tu as quand même ta base de clients, tu as des assets sur lesquels tu peux t'appuyer et sur lesquels tu peux aussi te transformer et évoluer, en fait. Et c'est tous les enjeux aujourd'hui. Moi, je pense que... et tu parlais de Salesforce. Salesforce, tout le monde pensait que Salesforce va être disrupté, mais Salesforce va pas être disrupté, si tu veux. Ils vont peut-être mettre un peu plus de temps que d'autres, mais ils vont la prendre, la vague. Ils vont l'intégrer, ils vont faire des acquisitions et ainsi de suite. Donc, non, ce que ça change, c'est effectivement le fait que les perspectives de sortie peuvent être revues, les multiples, ce qu'on pouvait attendre, la croissance, le Mais taux c'est ça, de parce qu'un croissance. Salesforce, en fait, je me dis, en l'occurrence, vraiment, j'y crois, parce que, encore une fois, je me dis, à chaque fois, ils sont tellement forts, ils arrivent. Mais là, la lame est tellement importante que, la lame de fond, pardon, que tu te dis en termes de sales, là tu viens de le dire, de croissance, mais de cycle de vente, il y a un moment, moi je suis en train de vouloir prendre un CRM en ce moment. Je regarde que ce soit Salesforce, un autre, je me dis, attends, tu sais quoi, on va attendre un peu, on va développer des petites choses en interne, on va voir un petit peu, mais de là à me lancer dans un gros projet, de changer de SAP à je sais pas quoi. Et après, j'en parlais aussi avec un de mes sponsors qui est Conto, pas plus tard qu'hier, je me disais, ça c'est la transformation. Alors, t'en parlais des gros, mais moi, ce qui m'inquiète pour certains gros, et là je parle des grosses banques traditionnelles, donc chez qui t'as bossé avant, etc., mais dans leur métier même de base, avant que j'ai un MCP au Crédit Mutuel, à la Société Générale, ou que je puisse brancher mes comptes sur mon IA, il va se passer quelques années, quoi. Alors, tu as un MCP qui vient d'être annoncé par Memobank, qui est une de nos boîtes du portefeuille. Ils Bah viennent ouais. d'annoncer leur Bah, moi, MCP, là. je suis branché depuis quelques semaines et quelques mois chez Conto, mais tu vois, Memobank le fait. Lydia, je suis pas sûr encore, mais je pense qu'ils vont le faire assez vite. Mais avant de l'avoir, on est d'accord, chez Banque Populaire, on est 2032, quoi, non? Oui, non, mais parce que toi, tu as des besoins. Enfin, encore une fois, Non, mais ça change, c'est pas des besoins non, mais d'une l'énorme niche, ça marché va changer. Tu as raison, mais ça va. C'est ce qu'on disait, ça Je crois prend que du temps. La PME traditionnelle qui représente l'énorme part du marché, si tu veux, des banques traditionnelles sur lesquelles elles font leur argent et ainsi de suite, elles vont évoluer, mais elles vont évoluer à leur rythme, si tu veux. Toi. Donc nous, on a une vision très start-up, Ouais. très digitale, où ça va très vite. Jean-Michel Peintre, il va pas tout de suite souvent, coller son tu vois, MCP. souvent on a des startups qui viennent nous voir, leur go-to-market, il est d'aller vendre à d'autres startups. Mais en fait, la vraie réalité, à un moment donné, si tu veux vraiment construire une société qui fait plusieurs centaines de millions, voire le milliard d'euros, c'est que tu peux pas juste vendre à d'autres startups. C'est qu'il faut aller vendre à des PME traditionnelles qui, elles, il va falloir les convaincre de passer, de mais tu vois, je viens de prendre l'exemple. Je viens de dire Jean-Michel Peintre, est-ce qu'il va pas y aller? Mais tu vois, moi, je commençais à montrer à mon entrepreneur ici, là, qui a refait ce studio, qui bosse avec moi, etc. Corps d'État CE, Arsène Cradouche, je donnerai les conditions, les coordonnées à ceux qui veulent, mais je viens de lui montrer un petit peu. Je lui dis, en fait, lui, je sens que ce qui le saoule, c'est faire des devis et suivre sa facturation. C'est vraiment le truc qui est, enfin, comme moi, comment on appelle ça, phobique administratif. Je dis non mais tes devis, en fait, tu lui en envoies 12 à Claude, ou je lui montre rapidement comment ça marche. Là, tu vas chez le client, t'enregistres avec un upload là comme ça, tu sors du machin, tu lui dis tu me fais le devis, enfin c'est plié. Ouais. Et ça c'est fini. Et donc une fois que t'as mis le doigt là-dedans, après si tu branches ton Memobank Conto en MCP et que tu machin, la transformation, moi je pense qu'elle peut quand même aller plus vite que d'autres. Et là, on parle de micro-entrepreneur. Donc, dans le tissu d'entreprise, il y a des moments, je me dis, ça va peut-être aller plus vite. Mais peut-être que je suis trop enthousiaste, comme d'habitude. Non, mais il peut-être faut. que... Tu as raison. Et justement, nous, notre rôle, c'est aussi d'aller accompagner ces startups qui sont capables de proposer des nouvelles offres de services, de produits qui vont accélérer cette transformation. Tu vois, en un an, en 2 ans, mais même tu prends en un an l'usage de l'IA. Quand on parle de nous, peut-être de hyper utilisateurs, ok, mais moi je le vois autour de moi, tous les gens qui font des PowerPoint, des tas de choses, mes enfants, les choses surtout, en fait c'est passé de vite fait 1 ou 2 fois par mois à 12 fois par jour. Et pour tout le monde. Je veux dire, même mes parents, tu vois. Donc à un moment, bon. Chez vous, justement,
Qu'est-ce que ça a changé? À quel point vous l'utilisez? Est-ce que ça métamorphose vos workflows, vos prises de décision? Quel a été le plus gros changement? Ouais. Et les petits? Ça nous fait gagner beaucoup de temps, c'est sûr. Donc surtout, t'as quand même t'es un fonds, t'es réglementé par l'AMF, t'as des reporting à faire auprès de TLP, t'as des documents commerciaux à faire dans la levée de fonds. C'est passionnant. Voilà, donc tous ces trucs-là, évidemment, t'as des gains de productivité immenses. Donc ça, c'est une chose. Pardon, ça me fait rire parce que c'est vraiment ce genre de truc qui est... Ouais. Tu pars d'une matière brute, tu crées ton réglementaire, tu fais tes PowerPoint, tu envoies les trucs, et moi je les reçois en LP parce que je suis LP dans quelques fonds, pas encore chez Serena. Tu les lis Tu vas pas. les mettre dans je les ton prends dans mon IA, je lui dis fais résume-moi ça machin, etc. Et tu te dis il y a peut-être un moment où on faisait de la mousse au milieu de tout ça, et peut-être que si on me donnait juste la matière brute, qu'on me disait ça se passe bien, etc., ce serait plus simple. Et au milieu, t'as toujours 2-3 relous qui veulent avoir la version longue. Mais bon. Et puis t'as quelqu'un qui gagne plein d'argent au milieu aussi. C'est génial. Et ça, c'est peut-être un gros résumé de notre société actuelle. Mais bon, voilà. Bon, la écoute, mousse. En fait, ouais, donc là-dessus, on a évidemment des gains. Sur la manière de pratiquer le métier, on gagne du temps sur les analyses, notamment les analyses de marché. Et après donc évidemment tu vois, fait par de l'IA aussi, mais qu'on peut faire aussi avec de l'IA aujourd'hui. Et en fait, ça a des effets positifs et des effets qui nous interrogent aussi. L'effet positif, c'est qu'on gagne énormément de temps, et il y a une partie de ce qu'on fait, c'est du volume. On voit passer 3, 4, 5 000 boîtes par an, et on va en financer une petite dizaine, une petite quinzaine. Les effets qui nous interrogent, c'est que aujourd'hui, tu pourrais te dire, j'ai plus besoin de juniors, j'ai plus besoin d'analystes, j'ai plus besoin d'associates. Ce qui arrive dans beaucoup de grosses boîtes, ça, pour exactement. Le coup, hein. Ouais. Et en fait, ça te pose une vraie question, parce que tu peux pas fonctionner sans... Nous, on est dans un métier d'apprenticeship. Donc, c'est pas un hasard si on est là avec Xavier aujourd'hui, lui et moi. Et puis, il y a des plus jeunes aussi de plusieurs années. Et donc, on est dans la transmission, et il y a une partie artisanale à ce qu'on fait, avec des logiques horizontales, mais aussi des logiques spécifiques que chaque investisseur va développer. C'est un métier, et c'est une sorte de craft, quoi. C'est un artisanat. Et d'ailleurs, on gagne à 2 niveaux. La personne qui reçoit, parce que c'est une personne qui grandit chez nous et qui va continuer de faire des investissements pour Serena, mais aussi la personne qui donne, parce qu'en fait, quand tu enseignes, ça te permet aussi vachement de structurer les choses. Donc nous, on est dans cette tension un peu particulière dans laquelle on continue de structurer des équipes, et en même temps, on doit essayer de s'adapter pour comprendre, pour ne pas se forcer à faire du travail inefficient pour autant. Et puis c'est un métier c'est quand même un métier de relationnel, ce qu'on fait avant tout. Et donc l'IA, elle peut pas se substituer à une relation aujourd'hui humaine à humaine. Tu vois ce que je veux dire? Elle est ça, en tout cas pas aujourd'hui. Et donc de croire que, enfin nous en tout cas dans notre stratégie d'investissement, on est lead, on est au board, on accompagne nos entrepreneurs, on les accompagne quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien. Et donc, il y a une logique de confiance. Et d'ailleurs, la confiance, c'est la valeur importante chez Serena. Donc, ce relationnel, en fait, c'est nécessairement de l'humain à humain. Elle est hyper intéressante, cette discussion, parce que, quelque part, si je reviens sur ce que je disais sur la mousse, là, on lisait sur vos reportings, mais elle existe dans l'autre sens. C'est-à-dire que, de temps en temps, le super PowerPoint qui allait nous arriver, qui peut déclencher un rendez-vous, mais derrière, tu as un rendez-vous décevant avec des humains décevants ou qui n'ont pas la grinta de l'entrepreneur. Et donc, dans tout ce bruit, la question, c'est de plus en plus... Peut-être que les bons entrepreneurs qui sont mauvais en PowerPoint vont réussir à trouver une manière d'être meilleurs là-dessus, mais ça va faire quand même, quoi qu'il arrive, plus de bruit. Ouais. Pardon. La question que je me pose, c'est à la fin, donc ce qu'on est en train de dire, moi je trouve ça très intéressant et à la fois un message d'espoir, c'est que ça reste un métier d'humain. C'est-à-dire que cette grinta de cet entrepreneur dont je te parlais tout à l'heure, j'ai rencontré aux rencontres d'Aix chez qui vous êtes, tout de suite je l'ai senti. Et après je demande des confirmations. C'est notre métier. Mais tout de suite, je l'ai senti. Je l'ai vu, le follow-up et les choses qu'il a fait après. Je me suis dit, oulala, lui, il ne faut pas le laisser passer. Et donc, il y a un peu d'expérience. Donc, ça, c'est un métier, tu l'as dit, comment tu as dit ça, de transmission Ouais, de transmission. D'apprentissage. D'apprentissage.
Et est-ce que l'IA d'apprenticeship, Est-ce que l'IA peut nous aider quand même à identifier ce que fait un peu Maki, je sais pas si vous les avez Bien suivis. sûr, Maxime Le Gardez. Là, tu vois, là, moi, j'ai pas suivi ce que tu dis, c'est-à-dire qu'elle était croissance comme ça, il m'a proposé de sortir, je suis sorti, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Mais en l'occurrence, Maxime, est-ce qu'on peut aller identifier les personnes et pas les skills et pas les derrière qui correspondent à Serena ou à OVNI grâce à un peu d'IA? Aujourd'hui, je pense qu'on n'y est pas avec l'IA. Ou est-ce qu'on peut éliminer ceux qui ne correspondent pas, peut-être, tu vois? C'est risqué parce qu'encore une fois, ton IA, elle apprend. Ouais, donc elle peut apprendre sur le risque de ton IA, c'est qu'elle peut apprendre sur des choses qui ne sont plus nécessairement vraies, qui étaient vraies hier. Elle apprend sur une moyennée elle moyennise, du passé. Alors que nous, notre job, il est d'aller aller voir. Notre job, c'est pas de moyenniser, justement, si tu veux. C'est l'inverse. Et on peut pas moyenniser. L'IA, très facilement, elle peut moyenniser. Et donc, au final, les présentations vont toutes se ressembler, tu vois, présentation commerciale, marketing. Et alors, attends, question très importante, voire fondamentale. Est-ce que les skills et les typologies d'entrepreneurs et leur personnalité changent? Oui. Est-ce qu'en ce moment, on doit investir dans un différent type d'entrepreneur qu'il y a 10 ans? Je pense pas. Mais je peut-être rebondis après parce que t'en as vu un peu plus que moi par le passé. Mais est-ce que ça, c'est le dénominateur, en fait, t'as pas de règles. C'est ultra contextuel. T'as des personnalités, t'as des gens qui vont avoir un leadership autoritaire, t'as des gens qui vont avoir un leadership très bottom-up. T'as vraiment de tout. Le dénominateur commun, et c'est ça la partie d'humain et de confiance, et ce qu'on doit déceler nous, et c'est notre job, et ce qu'on essaye de transmettre aussi, c'est de déterminer l'intention réelle de l'entrepreneur. Et tout ce qu'on fait, les premiers rendez-vous, tout ce dont on te parle, est-ce que le marché est bien, le produit, machin, etc., tout ça n'est que le corollaire de l'intention réelle de l'entrepreneur. Intention que parfois l'entrepreneur lui-même n'a pas complètement articulée, sur lesquels il n'y a pas une self-awareness absolue. Et donc nous, par un exercice la majorité de ce qu'on fait quand même, c'est de poser des questions. Donc on essaye d'être très vigilant à poser les bonnes questions pour essayer de déceler cette intention. Dans notre métier, tu as compris, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des grands leaders mondiaux européens. Le point de départ de cette capacité à le faire, c'est une intention. Il y a très peu de gens qui ont cette intention. Parce que c'est très documenté comment ça se fait de faire une très grosse boîte. Il y a plein d'entrepreneurs qui savent le faker, qui comprennent un peu le game et qui se disent « Ok, voilà comment il faut que j'agisse. Ok, il faut que je réponde vite. Ok, il faut que j'apparaisse confiant. Ok, il faut que je lean forward, etc. » Tu me pardonneras les anglicismes. J'avais depuis tout à l'heure à essayer de les traduire. Je te remercie. Moi, j'en ai très peu, tu verras. Ça montre la différence de génération déjà, tu vois. Non, mais moi, j'ai sur le podcast d'OVNI, ça va. Sur génération du it yourself, je me ferais tellement emplâtrer la gueule que je les reprendrai à chaque fois. Mais là, j'espère ne pas faire une vague de haine. Ce sera pour toi, c'est bon, débrouille-toi. Et donc, déceler l'intention de l'entrepreneur, il n'y a pas de data là-dessus. Je veux dire, nulle part. C'est passer du temps avec l'entrepreneur, c'est toi-même faire évoluer ton craft là-dessus. Et essayer de et la plupart du temps, tu vas te tromper. Mais quand tu réussis, ça mène à de belles trajectoires. Ça me fait penser, tu vois, Polydy, ça te parle ou pas? Un mec sur Instagram, justement, qui prend ce genre d'extrait de podcast et qui derrière tu les regardes et puis derrière, il te voilà. Donc, j'espère que Paul mais au moins, ça, tu sais, there is no such press as bad press. Donc voilà, faut toujours être content de se prendre un shitstorm. Ça dépend du shitstorm, mais donc, juste pour répondre rapide à ta question, comme ça, sur est-ce que les entrepreneurs ont changé? Enfin, un entrepreneur, ça reste quelqu'un qui est un excellent entrepreneur. Il a à la fois la vision, il est capable de se projeter et il est en même temps hyper day-to-day dans la capacité d'exécution. Et ça, d'être capable à la fois d'être très day-to-day, très focus sur l'exécution pour être le meilleur possible et en même temps d'avoir toujours un coup d'avance, nos meilleurs entrepreneurs, ils sont capables de faire les deux. Ouais. Je vais devoir vous laisser bientôt parce qu'on ne peut pas faire des podcasts trop longs sur ce podcast, c'est le format. Vous savez que je suis capable, hein, moi, il n'y a pas de souci et je trouve ça passionnant. J'ai quand même une dernière question autour de l'IA qui est, on a parlé de Nanocorp, Polcia, on a parlé de ce que ça changeait chez vous. Moi, ce que ça change chez moi, enfin, je développe un truc, Magellan, là, depuis un mois, ça m'obsède, je dors plus la nuit, vraiment. Enfin, c'est d'ailleurs potentiellement un truc mental. Je me dis, il va y avoir un petit carnage chez certains entrepreneurs trop passionnés. Parce que moi, c'est vraiment, je passe ma vie sur Claude Code
Mais en fait, j'ai l'impression d'être Dieu, en fait. Enfin, je veux dire, je peux développer des trucs que je n'osais même pas penser aussi loin avant. C'est-à-dire que à la première brique ou à la troisième brique, je me disais, bah non, pour mon podcast, on n'est pas une boîte tech, je vais pas dépenser 200 000 euros dans un outil qui fait ça. C'est ridicule. Ouais. Je vais même pas, c'est même pas de l'argent, c'est le temps. Je vais pas rentrer dans un truc avec un chef de projet, une agence, un développeur, un freelance qui va rien comprendre à ce que je lui dis. On va faire 8 réunions. Affreux. Et puis après, je vais le voir aller parce que je connais bien ça, faire du design. Et là, je le fais tout seul, le soir, le week-end, pendant les matchs de foot de la Coupe du Monde. Mais je me régale, c'est exceptionnel et c'est utile parce que c'est moi directement qui me fais mes outils tout de suite qui changent ma vie au quotidien. En partant de ça, vous devez avoir quand même, et nous, alors après on est très deep tech, mais sur des produits peut-être plus techno, des projets incroyables, avec une femme ou un mec tout seul qui a lancé des trucs en 2, 3, 4, 5 semaines. Vous voyez venir des trucs fous, non? Pas tant? Non, pas comme tu le décrirais. Mais Parce que c'est le cas de Paul Tien à Nocorp. Ils ont quand même développé un truc solo. mais ils sont très uniques, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même clairement pas la norme. Et puis ce qui est toujours rigolo dans ce que tu évoques, c'est que je pense que ça vieillira très mal, tu vois. Dans 10 ans, quand on t'écoutera dire j'ai l'impression de faire plein de trucs, on se dira mais attends, il disait ça alors qu'il avait Cloud Code la version 4. Parce que je découvre le fax, quoi. C'est un peu ça. Et donc ça évoluera. Sur Internet, c'est comme si tu découvres Internet, je peux surfer, tiens, et j'ai plein d'informations. Bien sûr. Non, mais ça, le polydite dans 15 ou 20 ans, il dira putain, il sera heureux de regarder tes podcasts. Ouais. Non, nous on voit je sais pas si c'est pas exactement ta question, mais la transformation, elle est alors évidemment pour les bâtisseurs, les builders comme toi, c'est extraordinaire parce que tu as l'impression d'avoir des super pouvoirs que tu n'as jamais eu. Et en plus, quand tu as l'état d'esprit du design du produit, tu vas juste beaucoup plus vite que tu l'as construit dans la douleur. Et aujourd'hui avec ces outils, et en plus tu as les bons réflexes et donc tu es capable de maîtriser l'IA. Nous on le regarde d'un point de vue beaucoup plus macro. Et si tu veux, les chiffres macro, pour parler vraiment en termes de chiffres, c'est quoi? C'est la dépense IT, c'est 6 000 milliards de dollars dans le PIB mondial qui doit être autour de 120 000 milliards. Tu as 6 000 milliards de dépenses IT, tu as à peu près entre 1 et 2 de ça, c'est du logiciel, c'est du software. Et sauf qu'aujourd'hui, avec l'IA s'attaque évidemment à ce marché-là de la dépense IT, mais aussi au marché du travail. Et le travail, c'est 50, 70, 100 000 milliards sur le PIB. Et donc, en fait, l'opportunité qu'il y a aujourd'hui avec l'IA, attention, c'est pas du tout les mêmes ordres de magnitude que celle qu'on a vécue avec le logiciel sur la vague précédente. Et donc, c'est ça, nous, qui nous excite particulièrement. Ça veut pas dire que tous les métiers seront remplacés. La transformation de la tech et de l'IT, c'est la transformation du travail. Du travail, exactement. Du travail dans sa globalité. D'abord avec les dimensions cognitives, les LLM, qui représenteront peut-être 10% de la masse salariale à un moment donné dans les prochaines années. Donc c'est déjà un marché beaucoup plus grand que la dépense IT. Mais demain, avec la nouvelle frontière du monde physique, de la robotique, tu vas pouvoir monter progressivement sur ces logiques de PIB. Et ça, c'est sans prendre c'est sans prendre en compte les effets expansifs que l'IA et la robotique vont avoir aussi sur le PIB mondial. Donc c'est une opportunité extraordinaire et ça nous donne d'autant plus envie de continuer ce qu'on fait depuis une petite vingtaine d'années. Hyper intéressant. 2 questions rapides. Est-ce que les US restent forcément l'issue unique et obsessionnel pour aller faire un vrai exit, ou vraiment sur les startups, Tu fais du logiciel ou de l'IA et tu es en phase de go-to-market. Les US, ça reste le Graal. Pourquoi? Parce que tu as des cycles de vente plus courts, tu as des paniers moyens plus élevés et tu as un très gros marché homogène qui est très acheteur de solutions logicielles. Donc, en phase de go-to-market, si tu fais du logiciel et de l'IA, oui, les US, ça reste un marché ultra important et on l'observe à de nombreuses reprises dans le portefeuille.
Maintenant, tu fais de la recherche, des modèles de fondation, d'autres choses, t'as pas besoin d'être aux US. Le retour de notre cher Yann Lequin à Paris le démontre encore une fois, et il y a d'autres exemples. Et sur d'autres logiques d'infrastructure, l'infrastructure, tout ce qui touche à l'énergie, qui est potentiellement l'un des bottlenecks les plus importants de la révolution IA qui arrive. L'infrastructure, c'est physique. Donc, il n'y aura pas que de l'infrastructure aux US. On aura des besoins d'infrastructure. On aura des besoins d'infrastructure et de modernisation des infrastructures grâce à la tech, grâce à l'IA en Europe. Et nous, c'est l'une de nos thèses et c'est ce qu'on finance. Intéressant. Dernière question, vous voyez où Serena dans 10 ans? Comment on se projette? Exercice de visualisation là. Waouh. Vas-y, réponds, parce que moi, j'aurais déjà 10 ans de plus. Mais moi aussi, figure-toi. Non, il y a un truc qui me rassure, c'est que Xavier a quand même eu une tête de gamin. Et aujourd'hui, ça y est, il a une tête d'adulte à peu près. Donc, ça me rassure un peu parce que il sera toujours aussi de près, tu vois, donc ça va. Non, écoute, honnêtement, je sais pas répondre à la question sur Serena parce que ça peut prendre plein de formes différentes liées à notre mission cœur. Je pense que Xavier, tu pourras peut-être un peu développer là-dessus. Ce que je sais, par contre, la certitude que j'ai, c'est que le succès de Serena passera par le succès de nos entrepreneurs. Et donc, notre objectif numéro 1, c'est de continuer à exposer nos entrepreneurs aux meilleures ressources pour augmenter leurs chances de succès. Et puis, à titre plus personnel, moi, ce qui me rendra très satisfait, c'est que les trajectoires exceptionnelles et les entrepreneurs qui les mènent veuillent encore de Serena dans 10 ans. Et moi, si on est Xavier et moi dans 10 ans, dans 15 ans, encore au bord d'Electra, encore au bord de Pellico, encore au bord de Descartes, je considérais c'est pas quelque chose que je prends pour acquis, et je considérais qu'on a fait le job. Intéressant. Et donc, pour répondre, en fait, je vais revenir un peu en arrière pour me projeter après. Serena, on est devenu entreprise à mission. C'est intéressant parce que, si tu veux, il y a peu de sociétés de gestion qui sont entreprises à mission. C'est-à-dire qu'on a une mission. Notre mission, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'investir et de faire des retours sur investissement, mais on a une mission. La mission de Serena, c'est d'accompagner des entrepreneurs innovants et ambitieux au service d'un monde meilleur. Ça, c'est notre mission. Donc, dedans, tu vois accompagnement, entrepreneur, l'innovation, l'ambition, mais aussi cette logique d'impact. Et ça, c'est hyper important. C'est que, en fait, on est aussi là pour construire des sociétés qui vont durer, qui seront là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On n'est pas là que pour faire des coups financiers. On cherche vraiment des sociétés qui peuvent impacter l'industrie dans laquelle elles vont se déployer et l'impacter de manière positive. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en place. Et donc, dans 10 ans, j'espère qu'on continuera à être sur cette mission-là et qu'on aura construit des leaders qui auront transformé de manière positive, durablement, la société, en tout cas les industries dans lesquelles ils évoluent. Ok. On vous suit sur LinkedIn chacun? Vous publiez un peu? Ouais. LinkedIn ou au 21 rue Aubert. Au 21 rue Aubert, très bien, j'ai bien noté. Si vous voulez bosser pour des boîtes, mais pas recruter, Elodie Charles, vous la contactez. Ouais, Elodie@serena.vc, désolé Elo. Voilà. Bon, j'imagine que les vôtres sont les mêmes, du coup, maintenant. Exactement. On les a. Notre prénom, @serena.vc. Voilà, on facile. les a toutes maintenant. Si on veut investir, si on veut proposer une boîte, c'est peut-être mieux de passer par un autre canal que chez vous en direct. Non, vous pouvez passer par nous en direct. On répond à tout le monde sous 24 heures. Ok, très bien. Et super. Il y a un peu d'IA qui aide ça ou pas encore? Qui aide, qui le fait à notre place, non. Ok. Pas d'agentique ou de choses comme ça. Vous avez des agents IA chacun? On a des agents IA, bien sûr. Ok, très bien. Vous en avez développé vous ou pas encore? OpenClaw, Hermès, vous avez testé? Non, assez peu, parce que c'est des environnements quand même très 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 ouverts. Donc c'est pas complètement en phase avec la réglementation qui nous est imposée pour l'instant. Puis on a des sujets de confidentialité aussi sur on manie quand même beaucoup de données confidentielles de nos startups. Ouais. Donc on fait un peu attention, on l'utilise, mais on essaye d'avoir des environnements quand même protégés, fermés sur Claude et ainsi de suite, pour quand même faire tourner, mais que la donnée reste chez nous quand même. Moi, c'est vraiment pas mal en utilisant OpenClaw que j'ai compris comment refermer certaines choses sur des modèles, soit en local même, c'est-à-dire sur des... T'as tes Mac Mini. Potentiellement. En achetant ton Mac Mini, tu comprends pas mal de choses en l'occurrence. Ou même après, tu peux le faire aussi en serveur dédié.
mais pas serveur virtuel. C'est-à-dire que tu peux avoir un serveur dédié quelque part sur lequel tu utilises tes propres GPU. Alors, tu peux dire la sécurité, mais bon, normalement, elle est censée être, si tu le fais chez OVH, bon. Voilà. Tu t'amuses, toi, tu vas nous montrer ton setup. J'aimerais bien, je vais manquer de temps, mais merci en tout cas. Merci pour tout ça, on vous suit. C'était passionnant, et puis merci pour toute cette transparence. Et puis, donc, le fonds 5 la Serena, mais on a d'autres fonds. On a un fonds dans la fonds Deep Tech. Est ouvert? Est-ce que je peux souscrire chez vous? On a plein aussi de fonds ouverts. On a le fonds 4, il va bientôt fermer. On a un fonds dans la Deep Tech qui s'appelle Data Venture. On a plusieurs fonds dans l'impact. Ok. Et on travaille aussi avec pas mal de nos LP pour les accompagner. On fait parfois des fonds dédiés pour certains de nos LP. Okay. Donc on fait pas mal de choses. Donc tu as envie d'investir, tu viens nous voir. Voilà. On trouvera chaussures à ton pied. Je rappelle que je ne suis pas habilité, peut-être vous d'ailleurs non plus, mais à donner des conseils en investissement. Donc moi je parle avec vous, que ce soit chez OVNI, chez vous, vous venez aller voir. Vous êtes des grandes personnes. Normalement, de toute façon, pour investir de chez vous comme chez nous, il faut être considéré comme professionnel de l'investissement. Vous êtes bien responsable de ce que vous faites et vous ne viendrez pas me réclamer quoi que ce soit, mais je suis sûr que ça se passera bien. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Partagez cet épisode avec 2 ou 3 personnes si vous voulez bien. J'espère que vous le ferez aussi vous chez Serena pour faire découvrir le podcast d'OVNI. On a beaucoup de chance et puis on se marre bien et vraiment toutes les semaines on a des entrepreneurs chez qui on investit, chez qui on n'a pas investi, des confrères concurrents avec qui on bosse, certains avec qui on bosse moins, plus. Et c'est toujours passionnant et on est content parce qu'on a beaucoup de retours marché de beaucoup de VC aussi qui écoutent ce podcast et on est très content de pouvoir faire ça. Ouais, on l'a pas mentionné, mais on est des grands fans de ce que vous faites chez OVNI. Ah bah c'est gentil, ça me touche. Et on fait des choses ensemble en plus. Moi je suis très fan de mes associés, je dois le dire, j'ai beaucoup de chance et qu'on ait réussi à faire ça, c'est une passion, mais ouais, c'est très réciproque. Moi, on a beaucoup bossé ensemble avec Xavier, avec Marc, qui est passé sur mon podcast. On a fait des choses. Vous êtes toujours très actifs à l'ESCP, ouais. Ouais, Marc est toujours très actif. On a été très longtemps ensemble. Ouais, où je coachais, je faisais les admissions au Master Innov Entreprendre que j'ai adoré et c'est tout passionnant. J'ai toujours admiré l'engagement de Marc aussi là-dedans. La grinta qu'il a aussi là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à la semaine prochaine sur le podcast d'OVNI. Salut. Merci.